Bonjour, bonjour Arthur. Bonjour Arthur. On va pouvoir commencer. Il est exactement 16 heures ma montre. On va donc pouvoir commencer notre webinaire. Donc, bonjour, bon après-midi à tous qui nous suivent, Bonjour. tous les abonnés de la page Camtel, tous les internautes qui ont bien voulu souscrire à ce nouveau webinaire de Camtel. Nous sommes rendus à l'acte 3 de nos webinaires dénommés les Camtel Digital Talk. L'objectif ici est de mettre la transformation numérique au cœur de nos centres d'intérêt pour démocratiser ce nouveau concept, entre guillemets, qui aujourd'hui fait partie de notre existence et de nos vies. Nous allons aborder aujourd'hui, parler d'une thématique, d'un secteur qui est prioritaire au Cameroun, qui est celui de la santé. Nous allons donc parler, essayer de comprendre quel est l'apport du digital pour la santé 2.0. Et pour nous accompagner tout au long de cet après-midi, nous avons 3 panélistes de volet. Nous avons déjà un des acteurs de l'entrepreneuriat tech du Cameroun, multiprimé de par le monde, promoteur et créateur du cardiopathe, directeur général de Imor Médical, j'ai nommé Arthur Zang. Bon après-midi Arthur. Merci, bon après-midi et merci de m'avoir invité à cet événement. C'est nous qui te remercions d'avoir accédé à notre invitation. À côté d'Arthur, nous avons une autre figure marquante, forte de la médecine de la recherche africaine et camerounaise. Il est le représentant Afrique d'Épicentre. C'est la branche épidémiologique de Médecins sans frontières. Il est aussi cofondateur d'une start-up qui s'appelle Camerpart et d'une autre start-up qui s'appelle iDoctor, qui est une application qui permet de mettre en relation les patients et les médecins. Nous avons donc l'honneur de recevoir avec nous cet après-midi professeur Yaboum. Bon après-midi, prof. Bon après-midi Lionel, bon après-midi Arthur, M. Benana et puis tous nos internautes. Qui nous suivent. Et enfin, pour boucler la boucle, c'est un monsieur pétri d'expérience qui est au cœur du changement infrastructurel de Camtel depuis des années. Il est directeur délégué des infrastructures chez Camtel. J'ai nommé monsieur Bruno Benana. Bon après-midi. Bon après-midi Lionel, bon après-midi Arthur, professeur Yap et à tous les internautes. Merci. Comme à l'accoutumée, notre webinaire se fera en 2 temps. Le premier concernera dans la partie d'échange des panélistes. Elle mettra maximum 30 minutes où chacun d'eux interviendra sur une dizaine de minutes sur la thématique ainsi définie pour cet après-midi. Ensuite, nous aurons une partie questions-réponses où nous prendrons quelques questions des internautes sur Zoom ou sur notre page Facebook adressée à nos différents panélistes. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le tour de table en donnant la parole déjà à quelqu'un qui, avec l'actualité récente, a été primé par le PNUD. Le PNUD a lancé un concours pour récompenser les innovations pour la lutte contre le Covid. Et Arthur Zang a reçu un prix parce qu'il a créé un respiratoire assez particulier. Donc, à tout seigneur, tout honneur, nous passons la parole déjà à Arthur pour lancer le débat. Arthur. Ok, merci Lionel de me passer la parole. Je suis très heureux une fois de plus d'être là. Donc, mon propos va surtout porter sur le parcours que j'ai déjà traversé jusqu'ici depuis la création, depuis même l'invention du cardiopathe. Et ça sera l'occasion pour moi de partager mes expériences et si possible, maintenant, après cela, je serai prêt à répondre aux questions qui seront les questions des spectateurs ou alors des différents panélistes. Donc, comme vous le savez déjà, moi, je suis à la base un ingénieur en informatique formé à l'École polytechnique de Yaoundé et je dirige donc la société Imor Medical, qui est une société
spécialisés dans le développement de technologies médicales. Donc, ce que nous faisons au quotidien, c'est que nous travaillons en étroite collaboration vraiment avec les professionnels de la médecine, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins, les chercheurs, les enseignants de médecine, dans l'objectif d'abord de déceler les différents problèmes qui sont les plus importants, ceux qui se posent vraiment de manière récurrente, de manière chronique dans notre environnement sur le plan médical, et afin maintenant de pouvoir apporter des solutions technologiques à ces problèmes, c'est-à-dire concevoir des systèmes, concevoir des logiciels, concevoir des équipements médicaux qui peuvent permettre de résoudre ce problème-là. Et donc, au quotidien, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en général un ensemble d'ingénieurs. L'entreprise est constituée d'environ une vingtaine d'employés. On a des ingénieurs en informatique, en électronique, des ingénieurs sur le plan industriel, mais on a également tous les autres départements d'une entreprise normale, c'est-à-dire la comptabilité, les directeurs de projet, les commerciaux et les autres. Et donc, l'histoire de notre entreprise a débuté vraiment il y a, on va dire, il y a longtemps quand même. L'idée est née déjà de la volonté de résoudre un problème. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais jeune étudiant, j'avais constaté qu'il y avait un déficit de cardiologues et que la technologie, les logiciels, c'est-à-dire l'informatique dans laquelle je me formais à l'époque à Polytechnique, pouvait peut-être apporter une solution à ce déficit de spécialistes. Donc, après un stage effectué à l'hôpital général de Yaoundé, comme toujours, ça part vraiment d'un contact avec un médecin. Et donc, je vais apprendre d'abord toutes les notions théoriques qui tournent autour de l'électrocardiogramme, c'est-à-dire les formules mathématiques, les concepts de traitement numérique du signal cardiaque. Je vais faire un gros mémoire d'ingénieur. Ensuite, il va y avoir la période de recherche après le mémoire d'ingénieur où je serai en DEA à Polytechnique, et c'est donc de ces recherches-là que va naître le cardiopathe. Ensuite, il a donc fallu porter le cardiopathe sur le plan entrepreneurial parce qu'à un moment, il a fallu quitter de la recherche vers l'entreprise dans l'objectif déjà de pouvoir faire quelque chose d'utilisable, de trouver les moyens, de constituer les équipes, de vraiment fabriquer une structure qui pourrait permettre de porter le projet et de mettre l'équipement à la disposition des hôpitaux. Donc, mon parcours est vraiment à moitié chercheur, à moitié ingénieur, et puis au-dessus, donc, on a le côté entrepreneurial qui essaie un peu de trouver une synergie entre les deux, c'est-à-dire entre le domaine de la recherche, le domaine de la recherche appliquée, c'est-à-dire l'opérationnalité de la recherche pour pouvoir produire donc des solutions. Et donc, on est parti donc du cardiopathe dans les années, on a commencé en 2009 par la recherche jusqu'en 2010, 2012, 2011, on a commencé à fabriquer le prototype du cardiopathe qui sera rendu public en fin d'année 2011. Et c'est donc en 2012 que je vais réellement sur le plan entrepreneurial démarrer l'entreprise Highmore Medical, constituer déjà une petite équipe, soumettre le projet à des compétitions d'innovation parce que le projet étant très novateur, ce n'était pas facile déjà de trouver des gens qui comprendraient déjà le projet. Ce n'était pas évident. Déjà, je me souviens qu'en allant vers beaucoup de médecins, en expliquant le projet, beaucoup n'ont pas compris. Il a fallu trouver vraiment certains médecins très, très pointus, très impliqués eux-mêmes dans l'informatique médicale, qui est un peu une discipline qui se trouve entre l'informatique et la médecine, pour que je puisse vraiment trouver des partenaires qui m'encadreraient sur le plan médical. Ça ne court pas vraiment les rues, il y a des médecins. Beaucoup de médecins ne font pas la recherche, mais il y en a quelques-uns qui en font, ils sont rares. Donc déjà, les trouver n'était pas facile. Ensuite, une fois qu'on a démarré, on a bouclé les recherches, bouclé le prototype, il fallait effectivement trouver des financements par les différentes voies afin de développer le prototype et monter l'entreprise. Et là, c'est à ce niveau que peuvent survenir les premiers problèmes. Parce que sur le plan médical, il faut faire énormément de recherches. En ingénierie biomédicale également, beaucoup de choses partent des laboratoires. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une vraie problématique dans la santé 2.0 et surtout en Afrique, parce que de ce point de vue, les autres continents sont un peu plus en avance que chez nous. C'est-à-dire on est parvenu déjà à formaliser les liens entre la recherche
et l'entrepreneuriat, par des incubateurs d'entreprises, par vraiment par beaucoup d'autres plateformes qui peuvent permettre soit aux chercheurs d'avoir des crédits ou d'avoir des contacts sur le plan entrepreneurial qui puissent leur permettre de sortir les créations du laboratoire. Chez nous en Afrique, c'est vraiment encore embryonnaire. Je dirais que c'est même presque inexistant. Il faut généralement que le chercheur... moi, je suis un chercheur qui est doublé d'un ingénieur et ça m'a pris beaucoup de temps pour me former en tant qu'entrepreneur. Mais cette transition est très, très douloureuse parce que c'est le moment où le chercheur est vraiment abandonné à lui-même parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de structure d'encadrement qui puisse aider les gens vraiment à faire cette transition. Mais heureusement, grâce à l'innovation du Cardiopad, on a reçu beaucoup de prix. Ça m'a permis d'être en contact avec beaucoup d'autres institutions qui m'ont vraiment encadré sur le plan entrepreneurial. Je dirais qu'il y a par exemple l'Institut Rolex, l'entreprise Microsoft, beaucoup d'autres institutions comme la Royal Academy of Engineering de Londres, qui, à chaque fois que je remportais des prix, essayaient de m'assister. J'ai également eu d'autres bourses même de formation dans d'autres universités, purement sur le plan entrepreneurial. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Comment quitter du laboratoire vers l'entreprise et transformer l'entreprise en une entreprise viable, puis une grande entreprise. C'est tout un processus, mais le processus de recherche, l'étape de recherche, est vraiment l'une des étapes les plus importantes dans la conception des solutions dans le domaine médical. Et donc, pour moi, on gagnerait plus vraiment à relier, à faire que les universités travaillent ensemble déjà. Beaucoup de choses partent sur le plan universitaire. Les universités, les écoles d'ingénieurs, les écoles de médecine ensemble doivent absolument travailler ensemble. Pour prendre un exemple, lors de la soutenance du mémoire d'ingénieur qui a donné naissance au Cardiopad, mon encadreur, c'était un médecin. Et même chose quand j'étais en 2A, mon encadreur, c'était toujours un cardiologue. J'avais 2 encadreurs, un cardiologue et un professeur d'informatique. Et donc, c'est totalement indispensable. Ce lien intellectuel d'abord qu'il y a entre la médecine et les sciences de l'ingénieur doit être établi et formalisé. Comme ça, les projets les plus profonds, ceux qui demandent beaucoup plus de travail sur le plan intellectuel, partiront des universités et auront également une certaine légitimité. Parce que le domaine de la médecine, honnêtement, il faut beaucoup plus de légitimité que dans les autres domaines. Quand vous produisez une œuvre intellectuelle en médecine, on veut savoir d'où ça part. Est-ce que les connaissances sur lesquelles vous êtes appuyé sont fiables? Donc, les médecins sont très stricts au niveau de la connaissance, au niveau de la compétence. Et donc, les sciences de l'ingénieur qui, qui collaborent, qui travaillent étroitement avec la médecine sont obligés d'importer également ces contraintes-là. Bien sûr, une fois que ces étapes sont terminées, c'est-à-dire qu'on a fait le lien entre la médecine et l'ingénierie, il y a le volet entrepreneurial qui est extrêmement important, c'est-à-dire pouvoir bâtir des entreprises fiables qui ont des produits qui s'adossent sur un besoin réel. Et maintenant, au-dessus de ces produits, pour pouvoir bâtir de vrais modèles économiques qui puissent permettre à l'entreprise de générer de l'argent et être rentable. Dans notre cas, c'est effectivement ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'à base des recherches que nous avons développées, nous avons créé un produit qui est le Cardiopad et qui encapsule donc toutes nos recherches. Et grâce à cela, on a donc pu bâtir une entreprise viable aujourd'hui qui vit entièrement de ses revenus de la vente des Cardiopads. Et grâce à cela, on a pu non seulement investir, veiller aux différentes responsabilités de l'entreprise, c'est-à-dire les charges salariales, mais également investir même dans la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire le développement de nouveaux produits, par exemple, ce qui est le cas du produit Oxynet, qui est donc un système de prise en charge de manière décentralisée des patients qui souffrent du Covid et plus généralement des maladies respiratoires grâce à la production d'oxygène médical. Nous avons démarré le travail sur ce produit en début d'année. Une fois que le Covid a touché le Cameroun, nous nous étions déjà mis au travail au-delà parce qu'on avait déjà contacté les différents médecins avec lesquels nous travaillons. On a fait plusieurs mois d'enquête pour savoir quel était le besoin réel pour les maladies de type Covid, parce qu'on ne voulait pas développer quelque chose spécialement pour le Covid et qui pourrait être obsolète après le Covid. Parce que comme je l'ai dit, il faut toujours
se mettre dans une logique de long terme parce que ça permet à l'entreprise, au-delà du produit de la recherche, de pouvoir survivre dans le temps. Donc, on a développé quelque chose qui englobe en réalité les maladies respiratoires, dont le Covid, et qui est donc une machine qui permet de produire de l'oxygène médical. La particularité de la machine, c'est qu'elle va permettre également un contrôle à distance, qu'elle va produire l'oxygène à partir de l'air ambiant, de l'électricité, mais également de l'énergie solaire qu'elle peut capter. Donc, ce produit a été mis donc sur pied. Il y a peu de temps, nous avons terminé déjà le prototype. Et donc là, nous sommes en train de finaliser les premières commandes qui ont été reçues de la part de différents clients. Et c'est dans ce cadre qu'on a été récompensé par le PNUD. Donc, c'est à peu près ce que je peux dire. C'est à ce niveau que nous sommes dans notre entreprise. Et nous continuons de travailler sur d'autres problématiques, notamment les problématiques de diabète, les problématiques d'hypertension. Dans l'avenir, nous comptons mettre sur pied des glucomètres et des tensiomètres afin de pouvoir fournir des équipements à bas coût pour les personnes qui souffrent d'hypertension et de diabète, ce qui représente non seulement un problème très important, mais également un marché énorme. C'est à peu près ce que nous faisons à Raymond Medical. Ok, merci Arthur. Ce que je retiens, c'est que pour qu'il y ait un réel impact, un réel apport digital dans la santé, il faut créer un cadre d'échange entre le milieu universitaire et le milieu professionnel et technique, si je peux me permettre. Donc, pour faire la transition, je vais passer la parole au professeur Yap, qui lui aussi, en tant qu'acteur du domaine médical, n'ayant pas les compétences techniques, a développé une plateforme digitale pour permettre la relation entre les patients et les médecins. Donc, professeur Yap, sur la thématique d'aujourd'hui, ton propos. Merci beaucoup. Merci de préciser que sur cette thématique précise. Parce que tu sais que je pourrais très facilement dévier à la recherche médicale en Afrique, mais je vais me restreindre à tout ce qui est santé digitale. Exactement. Bien, je vais remercier Arthur et le féliciter parce que ça fait un bon bout de temps maintenant qu'avec Cardiopad, il fait quand même l'honneur de notre pays, au Cameroun et ailleurs. Et maintenant, de Cardiopad, on trouve des solutions qui sont adaptées aux problèmes qu'on vit en ce moment, la COVID. Et j'ai bien aimé le fait qu'ils disent que pour une entreprise, il est important d'avoir des solutions qui vont au-delà de la pandémie actuelle. Donc aujourd'hui, c'est COVID, mais en fait, ce qu'ils proposent servira aussi bien aux malades COVID qui ont besoin d'oxygène, qu'aux enfants atteints de drépanocytose, que pas mal d'autres patients qui auront besoin d'oxygène et avoir une production locale. Quand on voit ce qui se passe avec la COVID, où les frontières ont été fermées, où on a été obligé d'attendre l'aide qui est venue de Jack Ma et des autres, à un moment on se dit, mais avec nos ingénieurs, effectivement, on doit pouvoir avoir des produits locaux qui nous permettent de répondre à nos problèmes. Et ça me fait penser à Jack Ma, justement, qui dit que les solutions, on regarde les opportunités qui vont venir là où les gens se plaignent. Quand ça a commencé, la COVID, on s'est plaint. Tout le monde disait il faut des respirateurs, il faut des oxygénateurs, bon, il faut les commander, où est-ce qu'on va les trouver? Et il saisit l'opportunité pour avancer. Maintenant, la COVID aussi nous a rappelé que le premier réflexe des malades était de dire on ne va pas à l'hôpital. Parce que si on va à l'hôpital, on va trouver les autres malades COVID. Donc, on va être infecté. Contaminé. Contaminé. Mais ça n'enlève rien aux autres pathologies. Ceux qui avaient le diabète ont toujours le diabète. Ceux qui avaient l'hypertension ont toujours l'hypertension. Ceux qui avaient leur palu ont toujours leur palu. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on prend en charge ces patients-là? Donc, ça a rappelé le besoin de la prise en charge médicale des personnes, que ce soit à domicile ou à distance. Mais on n'a pas attendu la COVID. Moi, je me souviens, à l'époque, je répondais à l'épidémie d'Ebola en RDC. Et ma mère était souffrante au Cameroun. Elle est souffrante au Cameroun, on l'amène dans une clinique privée, elle fait 2-3 jours, elle rentre à la maison, mais elle n'est pas bien. Et à ce moment, j'essaie de faire venir des amis à moi, je connais quand même pas mal de médecins, infirmiers,
et puis tout le monde est un peu occupé, finalement, personne ne vient la voir. Moi, je rentre de mon voyage, et puis là, je peux tirer les médecins qui viennent la voir à la maison, on fait des prélèvements à la maison, on fait tout à la maison, et en une semaine, elle va beaucoup mieux. Je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas se rendre à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont âgées, où aller à l'hôpital, c'est plus un risque qu'autre chose. Il y a des personnes qui vivent dans des localités lointaines. Vous imaginez quelqu'un qui vit à Kolofata et qui a besoin de voir un cardiologue. Il y a combien de cardiologues dans l'extrême nord du Cameroun? Très peu. Très peu. À ce moment-là, il est possible, on s'est dit, il est possible d'avoir cette télémédecine, cet outil qui permette de connecter le malade à l'expert. Maintenant, il faut être réaliste, il faut contextualiser les choses. On ne va pas simplement mettre un téléphone dans les mains d'un malade et il va être soigné. Non, il faut quand même à côté qu'il y ait un infirmier qui puisse prendre des paramètres et qui puisse traduire, qui puisse servir de lien entre le patient et l'expert, le spécialiste. Donc, il y a ceux qui ne peuvent pas venir à l'hôpital, il y a ceux qui n'ont pas d'experts autour d'eux et il y a également les médecins eux-mêmes. Quand vous voulez faire une consultation, est-ce qu'il est possible pour vous de prendre un rendez-vous ferme et de dire je vais voir mon médecin à 15 h et à 15 h on vous prend? Ça n'existe quasiment pas. Tu vas à 15 h, il y a une ligne de 20 personnes et à 16 h, lui dit qu'il part. Et quand il part, il part. Donc à ce moment, les médecins qui sont pleins de bonne volonté ont également besoin de services qui puissent réguler en disant ok, monsieur Lionel, ce sera de 15 h à 15 h 15, ainsi de suite. Donc c'est aussi associé une opportunité parce qu'à un moment, les médecins aussi se plaignent de ne pas pouvoir bien gérer leur agenda. Donc, e-Docta vient maintenant dans cette configuration où, d'une part, il faut prendre en charge ceux qui sont éloignés, ceux qui n'ont pas accès aux médecins. Deuxièmement, il faut prendre en charge ceux qui ne peuvent pas pour des raisons de distance, mais aussi d'état physique. Donc, il faut se déplacer, aller sur place pour les rencontrer. Et puis, d'autre part, il faut la régulation. Il faut pouvoir aider les médecins à avoir le temps de bien prendre soin de leurs patients en leur donnant une certaine organisation. Maintenant, tout ça n'est possible que si on a une architecture en termes de communication. Communication parce que la télémédecine demande de l'Internet, une Internet suffisamment importante pour faire la vraie télémédecine. Là, je parle de télémédecine, je fais une différence entre consultation à distance et télémédecine. Quand on veut rentrer dans des explorations à distance, à ce moment, il faut une bande passante de qualité. Et c'est sur ce terrain que Camtel serait un partenaire extrêmement important. L'autre aussi, c'est le paiement. Comment est-ce que mon patient de Kolofata va régler le médecin qui est à Yaoundé, à Douala, ou même à Bangui, ou peu importe. Et à ce moment-là, on rentre dans tout ce qui est technologie de paiement mobile. Et je pousse même encore plus la diaspora. On sait très bien qu'une grosse partie de notre diaspora prend en soin de leur famille. À ce moment-là, ils aimeraient bien savoir, autre qu'envoyer de l'argent et on te dit que je me suis soigné alors qu'on a pris l'argent pour acheter autre chose, la personne qui est en Europe ou ailleurs aimerait bien savoir, ok, aujourd'hui j'ai demandé à voir un infirmier, il est venu, ou un médecin, voici de quoi souffre mon père ou ma mère, il peut suivre au fur et à mesure. Et il peut aussi partager les résultats avec d'autres collaborateurs pour avoir un regard externe. Et le dernier point, parce qu'on est vraiment entré dans tout ce qu'on appelle le capacity building. Vous imaginez, je reste encore dans la diaspora, avoir dans le même réseau 200, 300, 400 médecins, camerounais ou africains, qui sont dans le même réseau, peu importe le pays où ils sont. Ça veut dire que si j'ai un patient compliqué aujourd'hui, on peut faire tourner des résultats de laboratoire, de biologie ou d'IRM et avoir cette consultation qui va permettre, une meilleure prise en charge du patient, mais surtout, la formation des différents médecins. Et là, je ne parle pas de ceux qui sont ici, je parle aussi de ceux qui sont là-bas, parce qu'ils ne traitent pas les mêmes patients. Cette collégialité va permettre d'améliorer la qualité du service. Donc, finalement, mon patient de Kolofata, que j'aime bien, au lieu d'avoir pas de médecin dans la ville où il est, il va avoir un panel de 12 médecins de par le monde qui vont donner un avis sur sa prise en charge. Et véritablement, là où e-Docta est en train la vision de e-Docta, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition la santé,
quel que soit l'endroit où on se trouve. OK. Parfait. Ça me permet de faire la transition parce que tu l'as évoqué, la plateforme eDocta ou les équipements de Arthur, Cardiopad, Oxynet, à un moment besoin d'infrastructures télécom. Aujourd'hui, pour nous étayer sur le volet infrastructure télécom, est-ce que Camtel peut apporter et a déjà apporté? Nous avons l'opportunité d'avoir donc M. Bruno Benana, à qui je passe you have the floor. Merci Lionel et toutes mes félicitations à Arthur pour tout ce qu'il fait. Et je commencerai tout d'abord par dire au professeur Yab qu'il a déjà bien à l'intérieur de la problématique qui est posée aujourd'hui, c'est-à-dire l'apport du digital au niveau de la santé. Ce que je souhaiterais prendre comme démarche, c'est essayer d'abord de faire bien comprendre le digital et l'apport de ce digital à la santé. Il y a une phrase qui me plaît très bien de Claude Biro, le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques français, qui disait « Dans le domaine de la santé, au 19e siècle avait connu la révolution pasteurienne. Le 20e siècle, celle avait entraîné la découverte de la pénicilline. Et très probablement, au 21e siècle, on connaîtra deux. La génétique et surtout l'intégration à la médecine des nouvelles technologies de l'information qui vont bouleverser en profondeur l'organisation et la conception de nous, une autre manière de faire la médecine. Ça, c'est... On trouve là, à partir de cette phrase, toute la puissance des TIC, parce que moi je dis digital ici, je parlerai des TIC à l'apport à la médecine, et beaucoup plus pour les pays africains. Parce que le secteur économique des TIC aujourd'hui dans le domaine de la santé, il est en plein essor. Ces technologies ne peuvent à elles seules régler les problèmes, soit, mais elles réduisent énormément les distances et facilitent les échanges rapides. Donc, elles peuvent donc contribuer à une amélioration précieuse des services de santé. La plupart des projets sont à l'état expérimental chez nous en Afrique, mais à d'autres cieux ont suffisamment avancé. Mais ça laisse entrevoir des évolutions positives dans les années à venir. Donc, pour ce qui concerne les enjeux de santé, les plus forts seront demain en Afrique. Et c'est pour ça que j'attire l'attention de nous, les Africains, à savoir qu'on a un outil fort qui est entre nos mains, sur lequel nous pouvons nous appuyer pour améliorer les problèmes de santé qui se posent aujourd'hui. Il y a 4 enjeux structurels qui concernent notre continent. Le premier réside dans la capacité, et le professeur Yab l'a dit d'une manière ou d'une autre, à promouvoir par exemple l'assurance maladie, l'assurance santé. Celle-ci assure une protection contre les risques de non-paiement. C'est ça qu'il s'agit. Le moment du paiement est dissocié à celui des soins, ce qui encourage l'utilisation des services. Donc, c'est-à-dire, si c'est bien fait, les gens peuvent avoir le service avant de parler du paiement. Le deuxième enjeu consiste à pallier la pénurie du personnel de santé. C'est avec ces solutions liées à la télémédecine que les TIC peuvent aider à compenser ce manque-là. Et ça, c'est très important, le manque de pénurie de médecins. Or, nous savons tous en Afrique combien de fois nous manquons ces médecins-là. Voilà une opportunité de pallier à ce manquement-là. Le troisième enjeu vise à améliorer la qualité maintenant et la densité des infrastructures générales de santé. On en a moins, mais on a un outil qui est le TIC qui peut nous aider à améliorer cette qualité-là. Ça, c'est des enjeux qu'on a et dont les TIC se proposent à apporter comme solution. L'un des enjeux aussi plus forts, le quatrième, c'est l'accès à l'infrastructure. Pour pouvoir faire tout ça, il faudrait que le patient, le malade, puisse avoir accès à l'infrastructure. C'est là où intervient Camtel, intervient les autres opérateurs. Qu'est-ce que Camtel peut apporter pour permettre à ces patients d'utiliser
cette infrastructure pour accéder à ces services dont je viens de citer plus haut. C'est pour cela que Camtel, depuis un certain temps, dans le dynamisme qui anime son directeur général et qui s'appuie autour de deux concepts très forts, qui est le change management et le customer centricity, s'est penché sur ce problème. À l'heure où nous parlons en ce moment, et j'en profite pour féliciter les autorités du ministère de la Santé qui ont fait confiance à Camtel pour dire nous allons aller avec Camtel. Vous avez vu tous ensemble la gestion du Covid. Les gens étaient surpris qu'on ait des résultats instantanés fournis par le ministère de la Santé. Mais ça, c'est grâce à la confiance que le ministre de la Santé a placée envers Camtel. Et Camtel a fait des interconnexions avec des centres, les centres Covid du pays. Et on a vu la réactivité. Grâce à ces réactivités, on peut prendre des décisions qu'on ne pourrait pas prendre si on ne l'avait pas. Ça, c'est un apport de Camtel. Et Camtel, il faut le dire, pour tous ceux qui sont de la santé, a une infrastructure suffisamment étalée dans le pays. Peut-être pas toujours bien connue, mais qui existe et parfaitement. Nous avons aujourd'hui, à travers le Cameroun, 10 000 km de fibre optique. Et quand on dit fibre optique, j'embrasse ce que le professeur n'a pas dit où il fallait la bande passante et tout. Vous savez, en télémédecine, téléchirurgie, il y a un facteur très important qui s'appelle la latence. La latence, c'est quoi? Ça veut dire que si je fais une téléchirurgie, il faut que quand j'appuie à un bouton, à l'instant, l'action se fait. Donc, la latence est ce paramètre qui nous permet d'être beaucoup plus proche de ces réalités-là. Et Camtel travaille énormément là-dessus, grâce à ces ingénieurs qui forment une équipe forte et jeune, pour pouvoir apporter dans ces solutions-là. Nous avons aujourd'hui un maillage en fibre optique au niveau de nos villes, des grands centres urbains, à travers des solutions comme FTTH et autres. Nous avons des accès câbles sous-marins qui nous permettent d'aller chercher l'information, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit dans d'autres pays, qui est là, qui fonctionne, qui a des grandes capacités, je dirais même des très grandes capacités. Et tout ça, c'est pour appuyer la santé. Et aujourd'hui, vous savez, il y a un stockage énorme d'informations en ce qui concerne la santé, tel que nous allons aujourd'hui, demain, au e-santé, comme on le dit vulgairement. On a ce qu'on appelle un data center moderne qui a été mis en place par Camtel. Il se trouve à Zamangwe, hypersécurité, hier, où toutes ces informations pourront être stockées sans difficulté. Pour dire quoi en gros? Pour dire que Camtel aujourd'hui a l'infrastructure qu'il faut pour accompagner tous ces chercheurs, pour accompagner le ministère de la Santé, de telle manière à ce que nous passons rapidement au vrai appui des TIC à la santé qui va réduire énormément la fracture santé aujourd'hui dans notre pays, où les gens qui sont dans les villages reculés ne peuvent pas avoir accès aux soins, alors que grâce à ces TIC aujourd'hui, on peut soit faire un télédiagnostic, soit faire une téléconsultation, soit faire une télésurveillance surtout des vieillards, soit il y a beaucoup de services qui peuvent être faits autour. Mais je voulais rassurer les uns et les autres que Camtel a l'infrastructure qu'il faut. Et rapprochez-vous de Camtel, rapprochez-vous, il y a des solutions taillées à la mesure de vos besoins. Et je peux vous prendre un exemple qui s'est passé tout récemment à Douala, où un médecin de la diaspora, il s'est installé dans une clinique et il voulait faire de la téléchirurgie. Or, il fallait bien dimensionner une liaison capable de transmettre toutes ces informations dont il avait besoin. Ça a été fait avec un succès et lui-même il a été dépassé en se demandant donc au Cameroun on peut le faire. Oui, on peut le faire, mais il faudrait que les gens nous fassent confiance, viennent vers nous, nous allons trouver des solutions appropriées à leurs problèmes. Merci, M. Benana. C'était un éclairci autant clair. Je pense que tout le monde était assez édifié, que professeur Yap et Arthur ont compris qu'aujourd'hui, Camtel est prêt, Camtel est disposé à accompagner, que ce soit la plateforme iDoctor, que ce soit Imor Médical, que ce soit les acteurs de la santé et de télécom qui nous suivent en ce moment, pour que derrière le e-santé soit une réalité et qu'aujourd'hui,
nos concitoyens, nos compatriotes, quelle que soit la zone où ils se trouvent sur le territoire national, puissent bénéficier des meilleurs soins, des soins qui viendraient des professionnels nationaux et internationaux. Parce que le Cameroun regorge quand même d'un éventail assez large d'experts médecins aux États-Unis et en Europe qui pourraient donc profiter et apporter leur expérience, leur expertise pour permettre aux Camerounais lambda d'avoir des soins de qualité grâce au digital. Nous allons donc passer à la phase questions-réponses parce que ça crépite un peu, il y a des questions qui jasent déjà. Donc, je m'en vais passer la parole à Yvan. Bonjour à tous. Yvan. Juste un petit point, si tu permets, juste une seconde. Ok, prof. Oui, non, je voulais aller dans le sens de M. Benana et pour remercier Camtel. Parce que pour la réponse aux personnes suspectes de Covid ou leur famille, le 15-10 a été mis en place au niveau du centre des opérations où je travaille également. Et le 15-10 a été décentralisé dans les différentes régions, permettant aux Camerounais de s'informer. Et le nombre d'appels qu'on a pu avoir de manière journalière était impressionnant. Et c'est quelque chose qui a rassuré. À un moment, c'était très important, donc il y a eu quelques bévues. Mais pendant toute cette période, c'est un outil qui a vraiment servi. Donc, je voulais effectivement profiter, je vais dire au nom du CROUSP, pour remercier Camtel pour ce support. Merci. C'est un bel exemple qui témoigne, qui met un peu de l'eau au vin à ce que M. Benana a déjà dit sur ce que Camtel a apporté pour accompagner le ministère de la Santé pour la lutte contre la COVID-19. Donc, sans plus tarder, Yvan, je te passe la parole pour les questions. Bonjour à tous. On va faire une première vague de questions. La première adressée à Arthur. Quelles sont les difficultés pour un jeune entrepreneur au Cameroun? Pour le professeur Yap, ça sera quelles sont les opportunités de la crise sanitaire pour la digitalisation de la santé au Cameroun? Et pour M. Benana, quelles sont les collaborations que Camtel envisage avec le monde de la santé dans les années à venir? Ok, je vais donc prendre la parole. Oui. D'accord, je vais prendre la parole pour répondre à cette question. Quelles sont les difficultés? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les difficultés sont de plusieurs ordres lorsque vous essayez de monter un projet au Cameroun. Déjà, la première difficulté, c'est d'ordre intellectuel. Donc, ce que vous devez vous demander, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir est-ce que j'ai le bagage nécessaire pour résoudre le problème que je veux résoudre? Est-ce que j'ai toutes les connaissances nécessaires? Si ce n'est pas le cas, alors il faut d'abord chercher à s'enrichir sur le plan de la connaissance. Je veux fabriquer un appareil qui, je ne sais pas moi, qui soigne, qui va permettre aux personnes de se déplacer plus vite. De quelle nature doit être cet appareil? De quelle nature doit être ma solution? Qu'est-ce qu'il faut comme connaissance? Parce que c'est d'abord là, plus vous êtes outillé sur le plan intellectuel, et mieux sera votre solution. Et donc, elle va mieux adresser le problème et à partir de là, vous aurez plus de chances de pouvoir résoudre les autres problèmes qui s'opposent, c'est-à-dire, par exemple, les problèmes de financement. Mais le financement, généralement, vient en troisième position. Une fois que vous avez déjà identifié les différents éléments de savoir qu'il vous faut, quelles sont les connaissances qu'il faut acquérir, où je peux les acquérir, maintenant, comment trouver des collaborateurs, comment trouver des partenaires, des gens qui vont m'aider à me former, des partenaires qui vont m'accompagner. Ça peut être des camarades de classe qui vont devenir vos associés, vos partenaires. Ça peut être un de vos professeurs qui va vous encadrer, qui va vous apprendre ce dont vous avez besoin pour concevoir votre solution. Ça peut être un expert dans un domaine quelconque ou alors un de vos grands frères qui est impliqué dans la discipline, qui peut vous donner des conseils. Et maintenant, une fois que vous avez déjà le savoir et les différentes personnes avec lesquelles vous allez travailler dans un cadre purement technique, c'est à ce moment que vous commencez à rechercher les ressources financières. Où est-ce que je trouve l'argent pour pouvoir fabriquer ma solution, fabriquer mon prototype, ainsi de suite? Comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que qu'est-ce que je vais produire pour pouvoir garantir quelque chose aux personnes qui vont me donner de l'argent? Parce que ce qui va séduire les personnes qui vont vous accompagner sur le plan financier, c'est surtout la maîtrise de ce que
vous voulez faire? Et vous voulez résoudre un problème? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous serez crédible? Est-ce que la solution telle que vous allez la produire sera acceptée? C'est tout ça, c'est-à-dire votre crédibilité sur le plan intellectuel, sur le plan technique, qui va convaincre les gens à vous faire confiance et à vous donner la ressource financière. Donc, voilà un peu les différentes difficultés qu'il faudra traverser pour pouvoir implémenter votre projet, tant sur le plan entrepreneurial que sur le plan intellectuel. OK, merci Arthur. On passe à la question, professeur Yap. Oui, donc la question était sur les opportunités pour la digitalisation de la santé en période Covid. Comme je disais, les opportunités naissent là où les gens se plaignent. De quoi est-ce qu'on se plaint et qui se plaint? Premièrement, les régions qui ont la charge de prendre en charge les cas Covid et qui doivent suivre tous les contacts. Vous savez, un contact, c'est une personne qui a été en contact, comme son nom l'indique, avec un cas Covid. Et tous ces gens vont être mis en quarantaine. Donc, vous imaginez le nombre de personnes qui ont pu être en contact avec un cas. Et tous ces gens-là doivent être suivis. Et le suivi, actuellement, se fait par téléphone. Donc, par téléphone, on va appeler la personne pour demander comment il va, sa température et tout. Mais il y a une opportunité, si on a des outils qui sont beaucoup plus performants, et là, je reviens à l'infrastructure, de pouvoir réellement faire la télémédecine. Parce que quelqu'un qui dit « je vais bien » et qui fronce le visage, par le téléphone, on ne le voit pas. Mais si on peut avoir des outils qui sont véritablement adaptés, où on peut véritablement communiquer avec la personne, ça, c'est un besoin. Le deuxième, c'est les personnes qui ne sont pas COVID. Bien que le ministère de la Santé ait fait beaucoup d'efforts en mettant en place des centres de prise en charge spécialisés, comme celui de Orca, pour permettre à nos populations de retourner de manière sereine dans les hôpitaux, il y en a quand même qui, pour le moment, ne sont pas encore rassurés. Et ces personnes-là, on doit pouvoir les consulter à distance, les rassurer et les hôpitaux où ils peuvent sereinement aller être pris en charge. Donc, véritablement, ce sont les deux principales opportunités que je vois, en plus de la prise en charge des personnes qui ont des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension et autres. OK. Merci, prof. On espère que l'internaute a été satisfait. Monsieur Benana, réponse à votre question. D'accord. Quelles sont les collaborations que Camtel envisage pour l'avenir dans le domaine de la santé? Oui, c'est des collaborations qui ont d'ailleurs déjà commencé avec le ministère de la Santé. En ce moment, nous sommes dans un gros projet qui a été initié par le ministère de la Santé, à savoir l'interconnexion des hôpitaux régionaux. Et je crois que c'est un projet qui va s'étaler pratiquement à la quasi-totalité des hôpitaux. Mais pour les autres cliniques et autres qui veulent bien, Madame le directeur général a demandé qu'une offre spéciale soit apprêtée à leur endroit et il suffit qu'à eux de se rapprocher des commerciaux de Camtel et tout sera taillé à leur mesure. Mais surtout, à chaque fois qu'ils indiquent ce qu'ils veulent en faire, parce que selon le besoin que vous voulez faire, on taille quelque chose de bien précis. Donc, voilà ce qu'on peut dire en ce moment et que n'hésitez pas, quand il y a quelque chose, rapprochez-vous. Nous sommes prêts toujours à trouver une solution adaptée. D'accord. Yvan, la seconde vague de questions. Alors, pour Arthur, avez-vous des partenaires hors du Cameroun pour vos projets entrepreneuriaux? Et pour le professeur Yap, la digitalisation de la santé est-elle vraiment possible en Afrique vu le manque de moyens? Et pour M. Benana, quelle serait la plus-value du nouveau data center pour Camtel en ce qui concerne la sécurisation des données sanitaires des patients? OK. Donc, je vais démarrer avec ma question. Écoutez, nous avons des partenariats et en effet, au-delà du Cameroun, nous avons plusieurs types de partenariats. Les partenariats sur le plan entrepreneurial, c'est-à-dire ça peut être des entités qui nous aident à trouver des investisseurs, discuter avec des clients qui nous permettent souvent de nous rapprocher des personnes clés. Donc, ce sont un peu des partenaires sur le plan stratégique. On a les partenaires sur le plan technique, c'est-à-dire ceux qui nous aident, par exemple, à produire nos équipements lorsqu'on a besoin de produire un composant spécifique qui va entrer dans la production du cardiopathe. On en a aussi beaucoup. Et on a bien sûr des partenaires financiers, ça peut être des investisseurs, des banques, les banques d'investissement qui travaillent avec nous dans l'objectif de nous soutenir pour le développement et la croissance de notre entreprise. On a également des clients à l'extérieur du Cameroun.
C'est à peu près les différents types de partenaires que nous avons. OK. Prof? Donc, la question est très pertinente. Est-ce qu'il est possible de mettre en place cette digitalisation sachant que nous manquons de moyens? Et j'ai envie de dire, c'est en fait parce qu'on manque de moyens qu'on a beaucoup plus intérêt que les autres d'aller dans ce sens. Et je reviens encore à ce malade qui a Kolofata. Comment est-ce que cette personne va faire pour trouver un cardiologue? Il doit prendre le train, il doit prendre ceci pour pouvoir en trouver un. Donc, c'est des coûts qu'il n'a pas. Donc, la digitalisation permet de réduire ces coûts. Mais ça rentre dans la responsabilité régalienne du gouvernement de pouvoir mettre en place des infrastructures. Si on ne peut pas avoir des spécialistes partout dans le Cameroun, je veux dire, le Cameroun n'est pas une spécialité par rapport au manque de personnel de santé. Par contre, on a la capacité de pouvoir avoir ce prolongement grâce à l'outil digital. Donc, c'est vraiment plus qu'un besoin, c'est essentiel. Et quand on parle de couverture santé universelle, la télémédecine joue un rôle prépondérant dans la mise en place et l'atteinte de cet objectif. OK, voilà qui est clair. Monsieur Benana. Oui, plus-value du nouveau data center de Camtel. Bon, plus-value. Pour la sécurisation des données sanitaires. Voilà, pour la sécurisation des données sanitaires. Bon, peut-être pas spécialiser le data center à ça, mais il y a suffisamment d'espace pour ce type de stockage. Mais ce que je peux dire, c'est que la sécurisation de notre data center à plusieurs niveaux. Il y a la sécurisation physique d'abord du data center. Vous avez vu toute l'artillerie militaire qu'on a mis pour essayer de protéger ce lieu. Il y a la sécurisation de tout ce qui est énergie, triple sécurisation même, pour qu'on n'ait jamais ce type d'arrêt. Il y a des redondances plus élevées, plus accrues de tous les équipements qui font partie du data center. Et il y a cette très grande capacité de stockage qu'on a aujourd'hui là-bas. Et sans oublier des coûts vraiment très intéressants. Je crois que ça vaut la peine que les uns et les autres se rapprochent pour prendre connaissance. Et je tiens à rappeler que c'est le plus grand de la zone CEMAC en termes de data center. Exact. Merci de l'avoir précisé. J'ai voulu être un peu humble. Modeste. Modeste. OK. Yvan, une autre vague de questions. Si je peux rajouter, Oui. les données, en train de le voir même aujourd'hui dans la riposte contre la COVID, les données, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Dans les recherches que nous faisons, nous avons longtemps et sommes toujours prisonniers des fois de nos partenaires qui sont à l'étranger. On fait des études, des fois sur une tablette. Toutes les données vont là-bas et puis on se retrouve dans des situations où on n'a aucune donnée et d'autres personnes racontent notre histoire. Donc, de savoir que ce data center est présent, de savoir maintenant voir comment est-ce qu'on y accède en tant qu'institution, en tant que chercheur indépendant, je pense que c'est quelque chose qui va nous rassurer davantage les chercheurs et aussi, vous imaginez, IDOCTA, la quantité de données qui pourraient être générées, il est essentiel que ces données restent sur place. Parce qu'à partir du moment où elles se retrouvent dans des pays autres que le nôtre, ça peut devenir très complexe. Tout à fait. C'est véritablement la nouvelle matière première la plus prisée dans le monde aujourd'hui, c'est la donnée. Et aujourd'hui, donc, Camtel est ouvert à ce data center pour héberger le maximum de données des acteurs locaux. Yvan, on peut passer à la troisième vague de questions. Oui. Bon, dans la suite du professeur Yap, il y a une question pour M. Benana. Comment entrer en contact avec Camtel pour l'utilisation du data center en tant que clinique? C'est une question d'un médecin. Pour Arthur, est-ce que l'État a fait l'acquisition des solutions de ton entreprise, notamment le CardioPad? Et pour le professeur Yap, comment entrevoyez-vous le monde après le Covid? OK. On commence par Mr. Benana. OK.
L'entrée est très simple. À travers tous nos interfaces commerciales, l'interface commerciale, c'est-à-dire nos agences, en se présentant là-bas, on peut avoir tous les contacts nécessaires. Bon, je crois que nous noterons, peut-être pour faire encore beaucoup plus large diffusion, quelque chose sera fait par nos services commerciaux. Mais sinon, à travers toutes nos agences, vous aurez ces contacts. Je pourrais dire aussi en séance tenante à l'équipe en back office de prendre les coordonnées du médecin en question pour que derrière, on puisse le contacter bien après. Professeur Yap. Oui, le monde après Covid, j'ai déjà envie de dire que premièrement, contrairement à certaines déclarations de certaines personnes, la Covid n'est pas finie au Cameroun. Je pense qu'elle est encore bien présente. Il est important de rappeler à ceux qui nous écoutent le respect des mesures barrières. On a bien compris que la population jeune que nous sommes, la majorité, n'est pas la plus à risque, mais à côté de chaque jeune se cache un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, ou quelqu'un qui a un diabète ou une hypertension. Et cette personne, on peut la contaminer et celle-là peut avoir des formes sévères, voire décéder. Donc, je tenais à le rappeler. Maintenant, l'après-Covid nous montre quoi? Premièrement, les frontières ont été fermées. Et nous ne sommes pas morts. Nous avons résisté. Nous avons montré notre résilience. Donc, maintenant, l'après-Covid, c'est de voir comment on peut aller davantage dans l'enrichissement des solutions, que ce soit en termes de ressources humaines, de ressources matérielles, qui soient locales, qui nous permettent de répondre aux solutions qui sont les nôtres. Et tu connais mon combat qui est celui de la philanthropie, d'avoir nos industriels, nos philanthropes qui aident des jeunes comme Arthur, entrepreneurs, qui aident des chercheurs à avoir les moyens de développer des outils qui sont vraiment adaptés à nos réalités. Donc, l'après-Covid, c'est vraiment le retour sur nous-mêmes. On a parlé des médicaments endogènes, on a parlé des innovations locales et nationales. Je pense que c'est vraiment la leçon qu'on doit se tourner. Le gouvernement a un rôle important dessus, Camtel certainement, et je pense que tous ensemble, on peut arriver enfin, et beaucoup plus tôt que 2030, à cette émergence qui est très souvent criée. OK. Merci, qui est très clair. Arthur? Oui, concernant la commande publique, on peut dire qu'on a bénéficié de la commande publique, pas autant qu'on le souhaiterait, mais le gouvernement a fait quelques efforts au niveau de l'acquisition des cardiopathes et également récemment des stations de production d'oxygène médical. Donc, les commandes ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, on va dire ça comme ça. Mais nous, on reste dynamique, c'est-à-dire qu'on a une stratégie qui consiste à contacter d'autres clients, à monter des projets pour des financements avec d'autres partenaires dont l'État est souvent le bénéficiaire. Maintenant, la commande publique, elle est un peu plus complexe, mais il y a quelques commandes qui nous permettent quand même pas mal de faire avancer le projet. On va dire que c'est aussi un peu un appel, un cri du cœur, et que derrière, on est suivi, on est écouté, et que comme ça se fait au Nigeria ou ailleurs, la commande publique devra exploser pour accompagner les acteurs de l'innovation technologique comme toi. Donc, Yvan, une dernière vague de questions? Oui, la dernière vague, elle est plus concentrée pour Arthur et le professeur Yap. Pour Arthur, est-ce que tu as pensé une solution pour permettre aux patients d'avoir un suivi en ligne? Pour ceux qui quittent les zones reculées et qui viennent en ville se faire soigner, ils n'ont pas souvent de dossier médical et aucune référence. Quelle solution peux-tu apporter à ce sujet? Et pour le professeur Yap, comment se passerait une conceptualisation de l'interconnexion des hôpitaux régionaux au Cameroun, toujours dans le suivi des patients? Et cette question peut être également posée à M. Benana. Comment Camtel peut mettre en place des infrastructures techniques nécessaires pour cela? Bon, déjà, pour la question qui me concerne, concernant le suivi des patients en ligne, nous avons déjà, dans le cadre du projet Cardiopathe, nous avons déjà des données centralisées, c'est-à-dire que chaque cardiopathe qui est sur le terrain
Comme vous le savez, le CardioPad, c'est un outil de télémédecine qui va permettre d'enregistrer les données du patient, puis les transférer au téléphone ou à la tablette du cardiologue pour une interprétation, dont les données transitent du CardioPad vers le téléphone du spécialiste en passant par un serveur qui va stocker les données du patient. Au cas où le patient n'a pas d'identification, il va d'abord lui trouver une identification, il va lui créer un ensemble de données où on va enregistrer à chaque fois les données du patient. Ça veut dire qu'une fois que le patient va revenir pour une deuxième consultation, on pourra retrouver les données de la première consultation, on pourra avoir un suivi cardiaque du patient grâce aux différentes données collectées pendant les différents examens qui sont stockés sur le serveur. Donc, c'est déjà une manière pour nous de rendre toutes les données d'un patient accessibles, soit à partir d'un CardioPad, soit à partir d'une application qui peut maintenant les télécharger à partir du serveur. Mais dans les années qui viennent, nous pensons à développer d'autres moyens encore plus légers, encore plus modernes, tels que l'utilisation des cartes à puce, mais ce qui va demander également d'autres infrastructures à l'intérieur des hôpitaux. Et nous travaillons actuellement à développer cela, c'est-à-dire que ce soit une carte du patient qui puisse maintenant faire qu'on puisse appeler les données stockées sur le serveur, tel que nous faisons déjà dans le cadre de l'électrocardiogramme. Donc, ce que nous avons fait dans le cadre de l'électrocardiogramme avec le CardioPad peut être généralisé dans le cadre d'autres examens, par exemple, pour l'intégrer dans une assurance santé, par exemple. Mais pour le moment, nous avons d'abord travaillé uniquement dans l'électrocardiogramme parce que ce sont déjà des données assez lourdes, assez importantes et délicates à traiter. Mais ce modèle peut effectivement, pour un suivi global du patient, être généralisé à d'autres pathologies. Okay. Merci Arthur. Oseya, j'ai retenu conceptualisation. Oui, conceptualisation et en fait, comment est-ce qu'on va connecter les hôpitaux régionaux du Cameroun? Je pense que les épidémies, une pandémie comme la COVID a été un accélérateur dans la mise en place de certains projets, notamment dans le domaine digital. Aujourd'hui, le Cameroun a 15 laboratoires qui font de la PCR, donc le diagnostic le plus recommandé pour la COVID, 15 sur 9 des 10 régions du Cameroun, ce qui est beaucoup par rapport au pays de la sous-région. Et tous ces laboratoires sont interconnectés par le logiciel Placard, qui permet de centraliser au niveau du centre Pasteur les résultats. En plus de ça, le ministère de la Santé a mis en place le DHIS2, qui permet jusqu'au niveau de certains districts de pouvoir remonter les données. C'est-à-dire qu'ils appellent la surveillance basée sur les événements. S'il arrive des cas de morsure de serpent, les cas de diarrhée, par exemple, on peut remonter les données qui vont permettre de faire des alertes. On n'y est pas encore complètement, mais c'est un processus qui se met en place et la COVID a accéléré. Il y a eu des formations dans les régions, dans les districts et on a bon espoir que ça pourra faire un bond important. Et une fois que c'est fait, les hôpitaux pourront être outillés. On a parlé de, j'ai oublié combien de kilomètres de fibre optique dans certains territoires, qui permettront de faire remonter rapidement l'information. Et le ministre de la Santé, à un moment, pourra, sur son ordinateur, savoir comment bat le pouls du pays. On saura qu'il voilà, y a une épidémie qui commence là-bas parce qu'il y a un nombre important de cas de ci ou de ça. Donc, c'est quelque chose qui est en place et qui, j'espère, les mois, les années à venir, permettra d'être complet et d'avoir ce dossier médical qui puisse être connecté et regardé pour ceux qui auront les accès, bien sûr. OK. Monsieur Bernard, quelque chose à ajouter? Non, tout simplement que pour ce qui concerne l'interconnexion, nous, quand on pose l'infrastructure, c'est une infrastructure futuriste qui est prête à acquérir toutes les applications qui pourront arriver demain. Donc, lorsqu'on la place, c'est pour une fois et on la sécurise en général par une boucle. Et une fois qu'elle est placée, et toutes les applications au fur et à mesure peuvent s'ajouter sans problème. OK, nous sommes en train d'arriver au terme de notre Canter Digital Talk. J'aimerais passer une dernière tour de table à chacun de vous pour avoir des ressentis éventuellement s'il a des questions à poser à un autre des panélistes.
Donc, je commencerai par Arthur. Ok, d'accord. Merci une fois de plus de me passer la parole et je suis très heureux d'avoir participé à ces discussions qui m'ont enrichi personnellement. J'espère également avoir contribué à enrichir chaque participant et bien sûr les personnes qui nous ont regardés. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une ère nouvelle. Beaucoup de choses vont changer. Nous n'avons pas le choix. Nous devons embrasser ces changements qui sont notamment ceux du changement des paradigmes au niveau de la santé, de la prise de conscience de l'importance des données, de la modernisation de notre système de santé, du suivi et de l'évolution vers une assurance santé universelle qui ne saurait s'implémenter sans des moyens importants, des moyens technologiques importants, sans des moyens d'infrastructure importants. Et donc, nous espérons vraiment que les différents acteurs vont se mettre ensemble. Camtel est l'un des acteurs les plus importants de ce secteur. Nous voyons très bien que dans le domaine des télécommunications, Camtel est à peu près le seul qui, en plus des objectifs sur le plan entrepreneurial, sur le plan économique, a vraiment un objectif sur le plan social. Et ça, c'est effectivement très important. Il faudrait que Camtel, à mon avis, Camtel devrait vraiment impliquer tous les jeunes porteurs de projets qui peuvent apporter des idées, qui peuvent permettre non seulement de renforcer la santé, mais également renforcer le réseau même de Camtel. Parce que comme vous le savez, les entreprises multinationales impliquées dans les télécommunications ont beaucoup de moyens, ils ont des moyens qui vont au-delà de ceux de Camtel. Les moyens d'investissement, c'est souvent des filiales d'autres entreprises qui viennent des pays étrangers, donc qui ont des banques à leur disposition. Mais vu les moyens que nous avons, nous sommes obligés de travailler ensemble. Beaucoup de jeunes entreprises ont de très bons projets qui peuvent aider à renforcer le réseau de Camtel tout en aidant à renforcer également l'infrastructure de santé. Donc, il faut vraiment que Camtel prenne conscience de son importance dans le secteur et que cette entreprise garde une très grande ouverture vis-à-vis des PME. J'espère que c'est la nouvelle philosophie vraiment du nouveau directeur général de Camtel. Il ne faudrait surtout pas être fermé. Il faut être ouvert, surtout si on a décidé de s'impliquer dans les domaines de la santé, où vous avez des gens qui sont effectivement très modestes, des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, des gens qui, sur le plan économique, ne pèsent pas toujours très lourd, mais qui peuvent apporter énormément par leurs idées. Donc, pour moi, c'est un peu un plaidoyer en direction de Camtel pour dire qu'on attend de Camtel beaucoup de choses, surtout avec son data center. Et nous espérons qu'elle va garder cette ouverture que nous soupçonnons déjà et qui nous permet déjà de nous réjouir à l'avance. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Merci Arthur. Merci Arthur. Ce que je peux dire, c'est que cet événement, ce webinaire, porte le sceau de Madame le directeur général. Donc, ce n'est qu'un premier pas pour accompagner, pour s'ouvrir aux acteurs du digital et de contribuer ainsi à la transformation numérique de notre pays. Donc, ton propos sera réel et je te rassure qu'il y aura une continuité dans cette action-là. Professeur Yap. Oui, Lionel, tu sais que je te prendrai au mot. Hein? Je suivrai ton engagement. Non, juste remercier Camtel, encourager Arthur pour tout ce qu'il fait et tous les autres au niveau de Polytechnique et ailleurs qui font des innovations dans la santé. Encourager tous les acteurs du ministère de la Santé, des SGI au niveau des régions, des districts qui continuent de combattre la COVID et tous leurs partenaires. Et donc, je suis content. Le webinaire n'est qu'un premier pas. Et donc, comme je connais ton engagement dans la coordination, ben, je compte sur toi. Et je suis docteur M. Benana pour suivre que les mots ont du sens et une action. Merci beaucoup. Exactement. Monsieur Benana. Oui, ok, déjà, j'encourage encore Arthur et je crois que nous l'inviterons à venir visiter notre data center parce que je sens que c'est un futur gros client pour nous avec tous les serveurs qu'il a et autres. Je ne crois qu'on n'hésiterait pas à l'inviter à visiter notre data center ainsi que le professeur Yap
avec qui j'ai eu un plaisir de partager, déjà parce qu'il a un gros pied dans les TIC. Et c'est ce qui va nous manquer en général pour les médecins, pour qu'on puisse aller plus vite, il faudrait relever certains défis à leur niveau. C'est-à-dire que les médecins doivent déjà être préparés à l'évolution du comportement des patients. Parce qu'aujourd'hui, les patients ont changé. Vous savez, quand vous avez le net, j'ai le palu, je vais au net, je tape, on me dit fais ceci, fais cela. Quand je viens devant le médecin, j'ai l'impression que c'est moi qui suis plutôt médecin et pas lui. Donc les médecins doivent être prêts à s'adapter à ces changements-là qui arrivent, qui sont même déjà là. Il y a aussi sensibiliser les futurs praticiens aux nombreux avantages des technologies de l'information. Les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés. C'est peut-être la raison pour laquelle on accuse ce grand retard. Je crois qu'en les sensibilisant, ça aurait mieux. Et amener aussi les futurs médecins à faire usage des technologies de l'information et de la communication. Il faut qu'ils fassent usage, il faut qu'ils s'informent. Et quand ils sont ouverts comme ça coule beaucoup plus vite et nous sommes beaucoup plus à l'aise à leur proposer des solutions. Et ça commence tout simplement par le petit enregistrement du malade. Aujourd'hui, nous sommes, des statistiques montrent que c'est 2% d'enregistrement au papier. 98% au papier, 2% par un ordinateur. Là, on ne pourra pas penser à la digitalisation. Donc, le geste le plus simple, c'est que quand le malade vient, que ces informations soient stockées. Si on peut réussir à le faire uniquement ça, on aura fait un très grand pas dans la digitalisation. Ok, merci M. Benana. Prof, tu jugeras le maçon au pied du mur, on fera tout pour. Je terminerai en disant qu'on ne peut pas attacher une boule de couscous avec une seule main. Donc, c'est ensemble que nous allons contribuer à apporter un réel impact à la digitalisation de la santé dans notre pays et sur le continent africain. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux panélistes encore une fois de plus d'avoir répondu à l'appel de Madame la Directrice Générale et de Camtel. La transformation numérique est une réalité. Bonne soirée à tous. Ok, bonne soirée. Merci.